Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui, j'ai comme invité sur le balado donc Marine Benoît, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle In Tenebris, Poltergeist, revenants, démons, les fantômes à l'épreuve de la science. Et alors, il y a un banderole qui dit une enquête à découvrir de préférence le soir et dans le noir, et c'est aux éditions Payot. Bonjour. Bonjour. C'est cool, on va pouvoir parler de paranormal. Oui, merci pour l'invitation. Je veux souvent parler de paranormal sur mon podcast et puis finalement, j'ai pas tellement l'occasion parce que c'est difficile de trouver de bons invités pour en parler. C'est un de mes problèmes de base finalement. Mais oui, tu vas nous expliquer au départ comment tu en es venu te présenter et comment tu en es venu écrire ce livre. Mais je veux quand même signaler, tu vas en parler pour sûr, il y avait un podcast au départ, un podcast qui s'appelle aussi In Tenebris. J'ai eu l'occasion d'en écouter quelques épisodes. Mais oui, je te laisse te présenter et comment en es-tu venu à écrire ce livre? Alors, donc, je m'appelle Marine Benoît, ça tu l'as dit, je suis journaliste scientifique. Aujourd'hui, je travaille pour le magazine Science et Avenir. Je m'occupe essentiellement des questions de sciences fondamentales, donc physique, cosmologie, un peu de quantique et de patrimoine, ce qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est mes deux grandes thématiques. Parce que j'ai fait des études en archéo et en histoire de l'art. Voilà. Et après, j'ai fait une école de journalisme. Donc, j'ai été journaliste toute ma petite carrière, donc ça fait 11 ans. Et il y a quelques années, donc je crois que c'était en 2017, j'ai eu envie de me lancer dans la création d'un podcast. J'avais deux envies, c'était de faire quelque chose, un objet sonore assez original. J'avais envie de produire une émission entre le livre audio et le débat. Et puis sur ce thème du paranormal qui m'était cher, alors là, faut remonter un peu plus aux origines. Je ne sais, ça, je pense que ça vient de ma famille en fait. Donc j'ai une maman qui vient du Berry, donc qui m'a toujours bercée avec des histoires un peu de sorcières. Elle disait que sa grand-mère était une sorcière. Elle a toujours tiré les cartes, donc j'ai été assez intriguée par ça. À l'adolescence, j'ai commencé à être énervée par ça. Ça m'énervait trop de l'avoir tiré les cartes. Je pense que ça me faisait à la fois peur et en même temps, je me disais, mais ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et mon père, lui, est assez cartésien, il est médecin. Donc j'ai été un peu bercée entre les deux, et ce côté scientifique et ce côté un peu mystique. Et puis j'en suis venue à faire ce podcast en me disant, c'est vraiment dommage qu'en France, on n'ait pas grand-chose qui traite de façon un petit peu critique du paranormal, sans le juger aussi. En fait, je voulais vraiment rester dans un entre-deux, pas émettre de jugement, être objective, et puis aussi divertir. C'était un peu l'objectif avec cet aspect livre audio, avec un sound design créé sur mesure pour chaque épisode. Et donc, c'était parti de là, cette fameuse baseline là, à écouter dans le noir. Et donc, du coup, Payot, ils ont voulu reprendre sur le bandeau absolument du livre cette petite phrase un peu catchy, voilà. Mais à l'origine, c'était vraiment un truc que je voulais, c'était qu'on se mette dans le noir et qu'on soit en immersion avec le récit, voilà. Oui, c'est ça, parce que, en tout cas, je n'ai vu que 6 épisodes, je pense. C'est assez court comme podcast. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'était une grosse production, donc il n'y en a eu que 6, malheureusement, parce que à la fin, je manquais de finances pour payer les comédiens et les comédiennes qui interviennent en première partie, donc qui lisent le récit, puisque moi, ça aurait été rébarbatif que ce soit tout le temps ma voix, et puis je le fais pas bien, en fait. Et puis aussi parce que l'ingénieur du son avec qui j'ai travaillé, je ne peux pas, à un moment, ne pas lui proposer de rémunération, ça m'embêtait beaucoup. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Puis ça me demandait trop de temps aussi. Ouais. Oui, donc c'est pour les auditeurs du podcast ici, qui sont des zététiciens. Je trouve que le podcast, donc In Tenebris, vous le trouverez dans vos podcasts, enfin, vos applications de podcast favorites. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Pour le contenu, mais c'est vrai que aussi en termes de qualité, on voit que c'est un podcast beaucoup plus professionnel que ce que moi je fais. Enfin bon, moi c'est juste des interviews comme ça, mais la post-production sur le tien était visiblement beaucoup de travail, comme tu viens de le dire, ça s'entend à l'écoute. Ouais, c'était une volonté, disons. Je peux comprendre qu'on fasse complètement l'impasse là-dessus. Mais moi, voilà, la finalité, c'est que j'en ai pas fait beaucoup, et parce que ça demande beaucoup d'énergie, ouais, en effet. C'est clair. Oui, donc le format, aussi bien dans le podcast que dans le livre, c'est que
tu racontes, tu présentes un cas. Donc, comme tu le disais, si c'est la version podcast, là, c'est un comédien qui lit le cas. Et puis après, dans le livre, je dirais que tu l'analyses et tu donnes des informations critiques. Et dans le podcast, tu interviews des gens, des experts sur le cas un peu. Ouais. En fait, c'est ça. Ouais, dans le podcast, je suis quasi absente quand même. Je joue un peu la naïve, je pose des questions à cette fameuse intervenante. Et là, dans le livre, j'avais cette marge de manœuvre. Le livre, on m'a demandé de le faire, on m'a sollicité pour le faire. Au début, j'y croyais pas trop. Je me disais, mais quel intérêt de faire un bouquin sur un sujet qui existe déjà en audio, qui a été pensé pour être en audio. Est-ce que je vais me répéter? Et en fait, je me suis rendu compte en acceptant l'exercice, j'ai quand même été convaincue par une éditrice avec qui j'ai travaillé, qui était super, qui m'a dit, je pense que tu as plein de choses en plus à apporter, développer cet aspect scientifique. Du coup, ça m'a donné envie de le faire. Et donc, il fallait que je me mouille un peu plus dans le livre, notamment sur la partie critique et analyse, parce que effectivement, je suis assez passive dans le podcast et cette partie-là, je la laisse aux intervenants que j'ai choisis et qui est souvent unique, en fait. À part dans le premier épisode, ils sont 2. Mais il n'y a pas de débat, on n'a pas de répondant en fait dans le podcast. Je pense que c'est pas grave, mais dans le bouquin, j'avais pas envie de repartir là-dessus. Voilà. Oui, c'est vrai que dans le livre, ça te permet de faire des sortes d'encarts comme ça où tu présentes des notions fondamentales ou que tu développes. Ouais, moi j'ai trouvé que les deux sont intéressants mais différents finalement. Je pense que le podcast, interroger les experts, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils vont dire. C'est vrai que dans le premier épisode, c'est celui sur la possession et tu as ce prêtre exorciste, donc c'est assez marrant de voir qu'il est assez sceptique finalement. Ouais, oui, il est incroyable lui. Mais pareil, par exemple, en l'invitant, je ne savais pas du tout. Enfin, j'avais quand même compris que c'était pas un diabolisant comme on les définit, enfin comme il définit plutôt d'autres prêtres. Ouais. Voilà, c'était plutôt un psychologisant, voilà, selon sa propre expression, mais pas au point il y a quand même des choses, je pense, qui se disent pas quoi dans l'Église. Il n'ose pas clairement dire qu'il croit pas au diable, mais bon. Ouais, ça sent. Il est quand même assez gonflé dans le sens positif du terme, quoi. Donc c'est ce que j'ai bien aimé aussi avec le père Bello. Oui. Et dans le deuxième épisode, là, ton invité, c'était Renaud Errard, que mes auditeurs connaissent bien, qui est un peu président de la Parapsychological Association, là, pour le moment, Parapsychological Association. Mais oui, donc c'est le genre d'invité que tu as. Je dirais que dans le livre, comme tu fais ces encarts où tu reviens sur certaines notions pour bien comprendre la problématique, c'est peut-être même plus vulgarisé. J'ai l'impression que c'est plus clair pour les gens qui n'y connaissent rien que le podcast où là, vraiment, l'expert, il va parler juste du cas dont il est question et il ne va pas revenir sur des éléments plus basiques dans le débat. Oui, historique ou de contexte, ouais. Parce que, par exemple, là, quand tu fais ton chapitre sur la psychokinèse, tu reviens sur l'affaire Alpha avec James Randi, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment de resituer le débat dans... Oui, à bien distinguer aussi ce que je ne fais pas dans le podcast, en effet, avec ce qu'on appelle la télékinésie, ce qui a été complètement médiatisé aussi à une période, parce qu'on peut confondre un peu les deux, même si c'est proche, en effet, mais il y en a une qui est, clairement, qui n'a jamais été... qui a toujours été démontée, quoi. Donc, et puis l'autre qui laisse un petit peu plus de questions ouvertes. Donc, c'est vrai que ça me permettait de guider un peu le lecteur qui n'y connaît rien et qui s'y intéresse et de repartir de zéro, ouais, c'est ça, un peu de revoir les bases parce qu'il y a des choses, on a l'impression de savoir, et même moi, en écrivant le livre, je me suis laissée surprendre plein de fois par des infos, je n'ai pas forcément lesquelles, celle-là en tête, mais je me disais, ah oui, c'est fou ça, et alors que c'était finalement des trucs assez basiques, d'historique, quoi. Donc... Oui, on a déjà parlé de quelques cas, mentionné quelques trucs, mais tu as des cas préférés un cas préféré dans le livre dont tu voudrais parler? Je pense que j'ai Enfield. Enfield, c'est un cas que j'aime bien parce qu'Enfield, pour ceux qui connaissent un petit peu l'affaire et puis le paranormal en général, ça paraît être un truc assez bidon quand même. Et puis moi-même, au début, je me disais, est-ce que je fais Enfield? En même temps, c'est pas mal parce que
c'est une histoire vraie, il y a des archives sonores. J'aimais bien aussi qu'il y ait des archives sonores. Au début, je voulais le faire en audio, quoi, parce que les petites filles qui parlent avec leur voix absurde, là, enfin, c'est quand même hyper impressionnant. Et puis, je me suis dit, ouais, si, c'est quand même pas mal. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que Enfield, c'était un cas hyper riche, qui avait duré 2 ans, avec 1 milliard de choses à raconter et qu'on connaissait quasiment pas, en fait, en réalité, qui avait été complètement déformé par le cinéma, par le documentaire de la BBC. Tout le monde a dit il est formidable, alors qu'en fait, c'est pareil, il met en scène des trucs sensationnels dans tous les sens. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Il souligne des trucs qui ont été des micro-détails et il rajoute des éléments parfois qui n'ont pas existé. Enfin, je ne l'ai pas trouvé très sérieux non plus, ce docu. Et puis moi, voilà, me plonger dans ces archives, ça m'a un peu fascinée, ouais, parce que c'est l'histoire d'une famille et ça raconte énormément de choses aussi sur une époque, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. Oui, oui, moi aussi, en fait, si j'avais dû choisir un cas, c'est celui-là que j'aurais donné. Je trouve aussi que l'affaire Enfield, elle est extraordinaire. C'est un feuilleton à suivre, enfin, que tous les événements et tous les intervenants, tous les enquêteurs qui viennent. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une enquête, en fait. Il y a un truc de jeu de piste, de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ces petites filles, dans le contexte, dans ce cocon familial super particulier. Et puis voilà, il y a quand même aussi il y a des choses, on ne peut pas aujourd'hui dire c'est une fille, c'est bidon. Franchement, c'est un petit peu aller vite en besogne pour moi de dire ça. Donc après, voilà, il faut malheureusement, on pourra jamais affirmer aussi qu'il s'est vraiment passé des choses dans cette maison. Mais en tout cas, je la trouve assez fascinante, cette histoire. Oui, pour les auditeurs, c'était l'affaire qui a été présentée en forme cinéma dans le Conjuring 2. On en avait parlé, moi et mon co-hôte Jérémy, on avait fait un épisode pour un peu analyser, parce que c'est vrai que le film prend beaucoup de liberté. Entre autres, évidemment, dans le film, les Warren, le principal, alors que réellement, dans l'affaire Enfield, ils ont pratiquement rien fait. Tout était assez odieux, je crois. C'est ça le pire. Oui, de toute façon, les Warren, ils étaient horribles. Voilà. Donc, ils ont débarqué. Je crois qu'ils sont venus que 2 fois à Enfield. La deuxième fois, ils sont arrivés vraiment sur le tard dans l'affaire. Et en fait, ils se sont comportés de façon pas très correcte parce que déjà, ils n'avaient pas prévenu, je crois, de leur arrivée. Bon, ok, c'est pas très sympa pour la maman qui, en plus, devait avoir beaucoup de boulot au quotidien avec ses enfants, son travail, elle était toute seule. Et les Warren ont emmené les 2 filles, les 2 petites au restaurant et ont laissé les garçons, en fait, comme des vieilles chaussettes, quoi, derrière, dans la maison. Et ça avait un peu énervé la famille et la maman surtout, ouais. Je crois qu'elle les portait pas dans son cœur, les Warren. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est que dans les films, les Warren sont présentés comme des gens tellement sympas et oui, empathiques et tout. Travail incroyable, tu as Enfield, alors qu'en fait... quand tu vois le vrai. Oui, pour les auditeurs, si ça les intéresse, ils peuvent réécouter l'épisode 343 qu'on avait consacré au Conjuring 2 et à Laura Enfield, expliquer un peu le cas pour des informations plus correctes sur le cas. Oui, oui alors... un peu oui, donc tu as essayé de faire un peu un exercice d'équilibre entre, comment dire, une position, enfin, expliquer la zététique et le scepticisme, et puis, comme tu viens de le faire, hein, en fait, ne pas fermer complètement les cas, ou je ne sais pas trop comment on peut expliquer. Ouais, c'est une sorte une position d'ouverture comme ça. De toute façon, c'est ça ma question. Est-ce que tu peux expliquer un peu la démarche que tu avais? Moi, j'avais une démarche hyper neutre. En fait, je me suis dit, c'est un peu mon rôle de journaliste aussi, parce que je le suis malgré tout, même si j'écris un livre sur mon temps libre. C'était de partir de zéro. Donc moi, par exemple, au tout début du bouquin, avant de me lancer dans l'écriture, la zététique, le scepticisme, j'avais déjà entendu ces mots-là, mais je connaissais pas en fait. Donc je suis arrivée j'ai un peu découvert ce monde, cette façon de penser, de se remettre en question. J'ai trouvé la démarche super intéressante et je me suis dit, il faut que je me mette dans cette posture aussi, parce que ça fait partie du rôle de tout journaliste. Et donc finalement, je savais pas trop où j'allais. En fait, Enfield, c'est hyper représentatif parce que j'aurais très bien pu conclure avec un cas où je dis, voilà, c'est bidon. J'étais ravie que ce soit pas complètement fermé. Et je me suis laissée porter par l'histoire. Tout le livre, il est un peu comme ça. Je me suis laissée porter par mes recherches.
qui aurait pu être encore plus poussée, mais ça m'a pris 1 an d'écriture, d'enquête. C'est très dense, effectivement, de faire toi, Jean-Michel, je sais que tu le fais aussi un peu, un état des lieux des études, des recherches en cours dans les labos. Ça a été assez fastidieux parce qu'il y a plein de choses dans le monde entier. C'est parfois des choses assez discrètes aussi, donc un peu confidentielles, donc il faut fouiller. Et puis voilà, d'arriver à partir des faits, d'une histoire a priori intéressante, où on n'est pas tout de suite, où on ne comprend pas tout de suite que c'est n'importe quoi. J'avais quand même envie qu'il y ait un petit peu de suspense. Donc ça me donne des histoires comme le château de Vos, qui est donc soi-disant l'apparition d'un fantôme dans un château en Auvergne, devant une équipe de France Inter dans les années 80. On a cette fameuse affaire de possession avec un prêtre exorciste, n'importe quoi, avec un psychiatre américain que j'ai pu interviewer, qui était donc le premier épisode du podcast, où là, ce qui m'intriguait, moi, c'était la parole d'un homme quand même supposément de science qui affirme dur comme fer qu'il a vu un cas de possession, qu'il a eu affaire à une fille possédée par le diable dans sa carrière. Donc, voilà, c'est des cas qui, malgré tout, en jettent un peu au premier abord, et c'était ce que je voulais. Puis après, dans un second temps, poser tout à plat, se dire, bon voilà, c'est ces gens-là, qui sont-ils, pourquoi on en est arrivé à cette conclusion, et comment on peut expliquer autrement que par le paranormal ce que ces personnes ont vécu. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire dans un second temps. Et dans un troisième temps, donc tout ça, c'est finalement la découpe d'un chapitre, d'une partie dans le livre. Dans un troisième temps, de faire un petit bilan de ce que dit la science à ce moment-là, enfin aujourd'hui, sur tel ou tel phénomène. Donc à savoir les apparitions, la psychokinèse inconsciente, les visions collectives, parce que ça, j'ai voulu le séparer. Pour moi, c'était vraiment autre chose. Quand on a tout un groupe de personnes qui affirment voir la même chose, vivre la même expérience, on ne peut pas le traiter de la même manière qu'un unique témoignage dans une maison. Voilà. Et puis, ces fameux cas de supposée possession, ce qu'on appelle possession voilà, aujourd'hui. Donc ça m'a permis... parfois, ça se rejoint un peu, ça glisse, les choses glissent les unes sur les autres. C'était un travail de recoupe aussi, d'organisation de ma pensée qui n'était pas simple. Mais voilà, j'espère y être arrivée finalement, et avoir été un peu assez claire. Oui, moi j'ai trouvé la posture intéressante. Après, c'est vrai que certains sceptiques plus hardcore que moi seront peut-être dérangés, mais moi j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai compris ce que tu essayais de faire. C'est vrai que probablement que parfois je conclurais de manière plus sceptique que tu ne le fais, Oui. mais ça m'a pas... pour des raisons méthodologiques, mais en même temps, moi ça m'a pas dérangé, parce que en même temps tu donnes tous les outils, enfin tu donnes t'abordes plein d'outils critiques partout. Et c'est vrai que finalement, et d'ailleurs dans le podcast, tu l'abordais aussi, j'étais en train d'écouter justement l'interview avec Renaud Évra où il discutait de ça sur le cas allemand, dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom parce que moi, Rosenheim. moi et l'allemand, ça fait ouais, Rosenheim, ouais, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est de conclure sur des cas qui sont déroulés dans la vraie vie, donc des études de cas finalement. Et dans le fond, voilà, il y a souvent, dans l'affaire Rosenheim, c'est une affaire de poltergeist, et puis il y a eu des soupçons sur de la fraude. Quelqu'un a dit avoir vu quelqu'un frauder, on ne sait pas trop ce que la personne aurait fait, et puis on a trouvé des fils. Donc il y a un soupçon de fraude. Alors typiquement, un sceptique très... extrêmement sceptique, il va juste dire si y a je comprends ce que j'appelle l'argument de l'éprouvette souillée en chimie. Si j'utilisais une éprouvette souillée pour faire d'une expérience, je peux rien en conclure. À partir du moment où j'ai la moindre saupoudrage, le moindre élément qui pourrait tendre vers la fraude, tout le cas est acheté à la poubelle, quoi. Et ça, c'est une position sceptique qu'on lit et que je comprends, mais c'est vrai qu'évidemment, les parapsychologues, ça les rend dingues quand on dit ça. C'est là où, si tu veux, je voulais pas être dans un camp ou dans un autre. Et puis, j'ai pas la prétention aujourd'hui, je peux pas me définir comme une diététicienne ou une sceptique, même si j'admire énormément le travail de toutes ces personnes. Je me suis dit, le fameux soupçon de fraude à Rosenheim, il est quand même pas fou non plus, quoi. En fait, il est aussi faible que les arguments de Bender, du parapsychologue qui a enquêté donc, sur l'affaire. Donc, du coup, je vois pas pourquoi...
Et c'est là où je comprends complètement ce que tu viens de dire, le fait une éprouvette souillée, c'est caduque, quoi. De base, on ne peut pas avancer. Mais moi, je me suis dit, c'est quoi ce soupçon de fraude? C'est 3 gars donc, qui vont 3 mois plus tard dans le cabinet d'avocat. Donc, en 3 mois, il a pu se passer des tonnes de choses sur les lieux. Hein. On a pu nettoyer, on a pu bouger les meubles, on n'a plus une scène de crime, entre guillemets, vierge, enfin nette, propre. Et puis, ils disent avoir trouvé des fils de nylon. Ah ouais, alors franchement, c'est clair, moi je trouve ça super suspect personnellement. Hein. Et donc quoi? Ça veut dire que les 2 physiciens de l'Institut Max Planck qui ont passé des semaines aussi à enquêter n'ont pas vu les fils de nylon. En fait, ils sont pas débiles, quoi. Et du coup, je me dis, bah rien que pour ça, je suis obligée de mentionner aussi le fait que on peut rien en dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfois, c'est un peu énervant, même pour moi, c'était énervant parce que je me disais, les lecteurs, ils vont être saoulés. À chaque fois, je finis par dire, ah bah désolé, on peut pas apporter une conclusion claire. Mais je me suis dit, pour moi, c'est la position la plus honnête à avoir à ce stade. Et puis, en effet, c'est des cas anciens. Malheureusement, on ne peut pas revenir sur les lieux. Il y a quasiment tout qui a disparu, même s'il y a des archives, parfois elles sont un peu incomplètes, ou alors les rapports n'ont pas été menés avec suffisamment de méthodologie, de sérieux, etc. Donc je faisais un peu avec ce que j'avais. C'était le jeu d'emblée. Je le dis au début, je le dis à la fin. Voilà, c'était un petit peu la limite que je me suis à laquelle je me suis confrontée. Ouais, c'était de ne pas pouvoir être plus tranchée que je l'aurais voulu parfois. Mais disons que c'était aussi dans ma démarche. Voilà. Oui, mais je trouve ça intéressant. Je pense qu'en tant que sceptique qui vont lire le livre, c'est parfois pas mal de lire ce genre de choses parce qu'on peut avoir en tant que sceptique tendance à accepter, à adhérer trop rapidement ou très rapidement à ces éléments de fraude, par exemple, parce que ça conforte notre a priori. Bah oui, donc la psychokinèse, ça n'existe pas, donc forcément, on doit trouver des éléments de fraude. Bon, on a trouvé des éléments de fraude, donc voilà, c'est QFD, l'affaire est entendue, il y a une sorte de raisonnement. Enfin, c'est le biais de confirmation, mais qui joue pour les sceptiques. Ils sont dans tous les sens, ils peuvent être présents dans tous les sens, ces biais-là, et j'ai essayé de les contourner aussi. Alors, je m'en suis sans doute... je me suis fourvoyée aussi. Il doit y avoir aussi plein de biais, moi, dans ma façon de réfléchir et d'écrire, mais disons que ça me semblait assez équilibré, assez juste, en effet, de ne pas tout de suite évacuer, sous prétexte de fraude, la piste paranormale, même si elle est, on le sait bien, hein, Edward Ockham, bien moins probable. Mais pour Enfield, typiquement, ça c'est quelque chose qui a été avancé par mon éditrice. J'avais justement dit, en fait, Janet Oxon, elle va avouer la fraude à plusieurs reprises. Même plus qu'avouer la fraude, elle va être prise en flag, en fait. Donc on peut estimer que c'est suffisant pour conclure qu'Enfield, c'est n'importe quoi, que c'est une supercherie rondement menée par des petites filles, enfin des ados. Voilà. Mais Janet, elle va avoir une démarche, enfin une répartie, elle va dire, mais oui, mais j'ai fait ça pour qu'on me croie parce que je ne supporte plus qu'on ne me croie pas. Et donc, je voulais faire des trucs suffisamment gros pour qu'on me croie. Et du coup, moi, je me disais, ouais, ok, c'est fastoche quand même. Et mon éditrice me dit, mais je trouve que tu t'avances vite, tu vas vite en besogne. Moi, je comprends la position d'une enfant de 11 ans qui va essayer de grossir le trait pour qu'on la croie, quoi, si elle est à bout, en fait. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, dans un sens, pourquoi exclure de fait que c'est une possibilité qu'elle ait menti, mais qu'il y ait des choses qu'elle n'ait pas simulées, en fait. Voilà, donc du coup, je me suis pas permise de conclure à la fraude sous prétexte qu'il y avait de la fraude qui avait été prouvée dans l'affaire Enfield. Oui, c'est vrai que là, ouais, en fait, et pour revenir sur cette problématique des études de cas, moi, souvent, en fait, enfin, mon impression générale, c'est que c'est le problème des études de cas avec le paranormal, sur le paranormal. Et puis bon, c'est les limites des études de cas en sciences en général, finalement. Mais ouais, c'est pour ça que les recherches expérimentales sont assez intéressantes. En parapsychologie, ont plus de potentiel de me convaincre. Puisque l'environnement est contrôlé, évidemment, enfin, c'est l'avantage de la méthodologie expérimentale. Mais par exemple, sur la psychokinèse, enfin, parce que tu parles aussi de la psychokinèse, justement, dans le cas allemand, là, ça pourrait être de la macropsychokinèse.
Bah alors, il faudrait avoir des expériences au laboratoire. Enfin, moi, j'ai tendance à raisonner plutôt comme ça. Donc, les études de cas, on ne peut pas Bien vraiment sûr. trancher, mais comme il n'y a pas de preuve expérimentale que la macropsychokinèse existe, bon, finalement. Voilà, non, mais de toute façon, c'est vrai que ces histoires-là, c'est des prétextes pour basculer sur la fameuse partie scientifique et donc l'état des lieux que je fais des études en cours. Donc sur la macropsychokinèse, toi, tu en parlais dans un de tes livres aussi. Toutes ces méta-analyses qui existent aujourd'hui, bon, qui sont à prendre avec des pincettes, hein, en effet aussi. On connaît les limites des méta-analyses, mais donc il y a certaines méta-analyses qui conclut à la potentielle existence de la macropsychokinèse. Bah, moi, ça, typiquement, c'est un truc, dans mes recherches, j'étais complètement soufflée quand j'ai vu qu'il y avait des méta-analyses qui laissaient la porte ouverte à l'existence de la macropsychokinèse. Je me suis dit, ça alors, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, effectivement, je ne peux que souligner les limites des méta-analyses. C'est tout ce que je peux faire à mon stade. Ouais, bah c'est clair que si un livre, enfin, c'est vrai que j'en ai écrit moi-même, mais des livres qui parlent que des recherches expérimentales, c'est moins fun qu'un livre qui présente des cas avec des histoires. Et même chose pour le podcast, ça aurait été moins amusant si tu lisais juste des méta-analyses dans ton podcast. Voilà, ouais, bon. Après, non, mais je trouve que tu le fais très bien en posant des questions que les gens peuvent se poser tout le temps. Voilà, des petites questions toutes bêtes. Et puis, finalement, de basculer sur l'aspect scientifique, ça me semble toujours. Voilà, faut toujours prendre par la main les gens. Et c'est important de le faire. Et c'est vraiment dommage de ne pas le faire, d'ailleurs. Donc, voilà, moi, je le fais parce qu'il y a ces histoires-là. C'est un prétexte. Ouais, dans le livre, c'est un prétexte. Dans le podcast, c'était moins un prétexte. J'avais vraiment envie de traiter ces récits. Là, je partais des récits pour arriver sur cette fameuse partie scientifique. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Oui, inversement, je pense que finalement, beaucoup de gens sont convaincus par les récits et pas par les recherches expérimentales. Le grand public, bah forcément, ça ne va pas être tellement les études. Enfin, c'est parce que voilà, nous, on essaie d'être cartésien, etc. Alors moi, c'est les études qui m'intéressent, mais le grand public, c'est la puissance narrative des récits qui va les convaincre souvent que quelque chose est vrai ou pas vrai. Hein, c'est tout le côté piégeux de ma démarche aussi. Je peux me perdre un peu dans le côté sexy des récits. C'est pour ça que j'essaye de faire une analyse la plus solide possible entre les deux avant d'amener à cette partie scientifique. J'espère je crois qu'on ne retiendra pas que à moi, après, elle peut faire le choix de lire que l'histoire. Hein. Ça, c'est sûr, hein, du coup. Mais bon, ça, je peux pas, malheureusement. J'y peux rien. C'est quand même pour le podcast, la personne peut faire stop au moment où tu arrives à l'analyse. Exactement. Mais généralement, les gens, ils me disent « Ah non, mais ça me fait peur. » Alors du coup, j'écoute l'interview. Donc je dis bah, tant mieux, vas-y, écoute l'interview, comme ça tu vas voir, tu vas pouvoir t'endormir paisiblement. Donc, Moi, j'ai le biais de l'expert, en fait, la partie. Comme je connais les cas, en général, je suis là. Bon, on peut arriver à l'interview, s'il te plaît. mais les comédiens qui font la narration sont très bons, alors c'est quand même assez prenant à écouter. En tout cas, ouais, j'imagine quand on connaît, bon voilà, après moi, c'était ce qui m'éclatait vraiment là sur cette partie, c'était tout l'habillage sonore aussi. Mais, et puis d'essayer de ne pas tomber dans les clichés sonores de ce genre de. Parce que ça, c'est un exercice pas facile non plus. Hein. Donc, on est tellement bercé par le cinéma d'horreur, les émissions un peu débiles, avec du sound design qui est relativement similaire à chaque fois, en fait. Et là, moi, ça m'intéressait d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et voilà, c'est un peu à l'image, j'espère, de ma démarche en général, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que le sound design était différent. Moi, je me souviens, maintenant ça commence à disparaître parce que la série date, mais il y a 10 ans, dès qu'on parlait d'OVNI à la télé, c'était la musique d'X-Files à chaque fois. Ah oui, et encore, hein, je pense que enfin, il doit y avoir encore ce genre de l'utilisation du générique, là, à mon avis. J'ai dû l'entendre récemment, d'ailleurs. Ouais. J'ai dû Ouais, moi, elle me sort par les trous de nez à ce stade chaque fois que tu l'en. Enfin, ouais, enfin bref. Mais c'était quand même une de mes dernières questions que je voulais te poser, parce que à la fin du bouquin, dans la conclusion, évidemment, tu parles du rôle des médias. Toi qui fais partie du pôle média, justement, comment tu trouves la manière dont les médias parlent du paranormal en général? Ouais, honnêtement, je pense que c'est une catastrophe. Après, heureusement, on en parle un peu moins, j'ai l'impression. Mais les médias, ouais, on est tellement responsable aussi de. Bah oui, non, mais je parle du cinéma, tu vois, depuis tout à l'heure, j'accuse le cinéma hollywoodien
enfin bref, de nous donner une image un peu grossière du paranormal et d'enfoncer toujours les mêmes portes, mais les médias, c'est la même chose. Et mon média à moi, je sais qu'il a pas été toujours exemplaire sur le traitement du sujet, donc du paranormal. J'en avais discuté avec Richard Monvoisin, donc lui qui a, je crois, écrit une thèse de critique des médias justement sur ce sujet-là. Science et Avenir, ça a été période années 80-90. Il y a des couvertures aujourd'hui, mais elles me font halluciner, moi. Mais toute mon équipe actuelle, hein, enfin. Et j'ai l'impression que ça va mieux, mais qu'on a encore tous des efforts à faire en presse locale, en presse nationale, parce que là, tu vois, par exemple, depuis que le livre est sorti, on m'a parlé, je dis on, donc les journalistes qui m'ont proposé de m'interviewer, qui m'ont interviewé. Là, j'ai fait plusieurs émissions, j'ai accepté plusieurs interviews par téléphone. Systématiquement, on m'a parlé du château de Fougeray. Ah ouais, j'ai été à Fougeray, et c'est des journalistes, hein. C'est incroyable, j'ai eu une expérience un peu étrange. Et Fougeray, bon, bah voilà, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, qui est supposé être le château le plus hanté de France. C'est une dame qui est super marrante, mais qui a acheté ce château et qui fait maison d'hôte, quoi. Maison d'hôte / expérience paranormale, venez passer une nuit dans le château. Voilà, c'est un trip, mais il n'y a rien d'étayé. Et, et en fait, je me suis dit, c'est fou qu'en tant que journaliste, on ne soit pas plus sensibilisé à ça, en fait. Systématiquement, ils m'ont raconté qu'ils avaient vécu un truc bizarre. Voilà, c'est comme ça qu'ils le disent, c'est comme ça qu'ils le présentent. Et bah oui, mais ça peut être... ah non, bah, ce que tu as vécu, c'est sans doute un insecte qui est passé près de ton oreille. Tu vois, tout de suite, tu peux apporter une explication, mais en 3 secondes, quoi. Et c'est fou qu'on arrive à... Que ces gens qui doivent réfléchir de façon critique au quotidien oublient un peu tout ça parce qu'ils sont happés par l'expérience, quoi. Donc oui, je pense que les médias ont un boulot énorme encore à faire là-dessus. Ça passe par le fait de, quand il y a par exemple en presse locale, quand il y a un fait divers un peu rigolo qu'un article de PQR va présenter comme paranormal, ce qui serait pas mal, c'est peut-être de revenir dessus 3 semaines plus tard quand on a eu le fin mot de l'histoire, ce qui n'arrive pas souvent en fait. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi... c'est des marronniers en plus, on a l'impression qu'on tourne toujours en rond, ça fait des années qu'on tourne en rond sur la question OVNI, sur la question des hantises. Donc non, il n'y a pas de traite, malheureusement, il n'y a pas suffisamment cette parole scientifique, à mon sens, même si... je pense ouais, peut-être que le paranormal fait un peu moins vendre qu'avant, donc on est un peu moins inondé. J'en sais rien. Je sais pas ce que tu en penses, toi, vu que tu n'es pas journaliste, avec le recul que tu peux avoir. Ouais, moi aussi, enfin, en tout cas, de mon côté, je vois surtout des marronniers, effectivement. J'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a une diminution, une augmentation des sujets. Ça, j'ai pas. Enfin, de toute façon, de mon côté, ce serait vraiment difficile à dire parce que bon, voilà, quand je vois quelque chose qui passe sur les ovnis, je continue à jeter un coup d'œil, etc. Oui. pour les sujets qui m'intéressent. Du coup, je ne sais pas à quel point le grand public voit passer des informations. Mais c'est vrai que les ovnis, c'est assez frustrant. Ouais, les ovnis, ouais. C'est toujours la même C'est chose. toujours le marronnier où on se moque à moitié du témoin pour donner un vernis de scientifique, enfin de scepticisme en disant qu'il a certainement bu trop d'alcool. Et puis, le traitement est affreux. Ouais, Et puis, c'est comme ça. tu dis, généralement, mes copains, ils trouvent l'explication 3 jours plus tard. Et puis, l'explication n'est jamais inclue dans le journal, évidemment. Exactement. Ça, c'est vraiment un problème. Mais les ovnis, en plus, maintenant, j'ai l'impression qu'on est passé sur un registre aussi. L'armée américaine, des hauts placés, des hauts gradés de l'armée américaine libèrent la parole. Et en fait, on dit rien, mais on suppose quand même qu'il y a des gens qui savent des trucs. Ouais, Ah, ouais. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est vachement aussi la façon de présenter. Et encore des journaux scientifiques aussi. Ouais. Donc, bon, je pense qu'il y a encore du boulot. Ouais, c'est marrant parce que sur ce truc-là, oui, on est en plein dedans maintenant avec les je sais pas trop comment le qualifier, mais les déclarations de l'armée américaine. Et c'est vrai que c'est ça, les journalistes qui traitent ça comme ça. En fait, ils se rendent pas compte qu'il y a un a priori forcément conspirationniste derrière, que l'idée, c'est que les militaires auraient des informations que les autres gens n'ont pas voilà. Pourquoi est-ce que c'est ce que je dis toujours moi quand on m'interviewe sur le sujet. Pourquoi est-ce que les militaires
seraient les gardiens de la vérité sur ce sujet-là. Les ovnis, c'est une question scientifique, c'est pas les militaires. Qu'on aille interviewer les gens du CNES, ça je comprends, mais l'avis des militaires américains, perso, je m'en contrefous un peu. Oui, il y a une espèce de, pareil, de mythe un peu entretenu. Le militaire a été mis dans le secret, dans son bunker. Bon, ouais. Après, ça fait cliquer, quoi. Donc, ça fait cliquer sans trop prendre de risques de dire ça. Genre, on s'en tient au fait. Voilà. Ouais, c'est une posture safe comme ça. Ouais, on peut rien reprocher aux journalistes. Voilà. Oui, parce qu'il y a vraiment les papiers sur les abductees, donc tous les gens qui racontent avoir été enlevés. Bon, ça, c'est autre chose. Mais puis d'ailleurs, je pense que c'est pas du tout inintéressant en psychologie d'étudier ce genre de trucs. Mais les papiers, oui, sur la question OVNI, est-ce qu'on a déjà été visité par des engins dans notre atmosphère et tout. Et bon, ça, on peut y aller sur les écueils. Donc, c'est dans le choix des intervenants aussi que ça doit se jouer. Et malheureusement, le travail n'est pas toujours jusqu'au boutiste là-dessus, quoi. Maintenant, oui, pour revenir sur les journalistes, le journaliste lambda dans son journal, qui est pas entre guillemets un journal dévoué à la science, qui connaissent pas les recherches scientifiques sur le paranormal, ça m'étonne pas. Je veux dire, généralement, les sceptiques, ils sont pas contents du traitement journalistique de la science en général, donc il n'y a pas de raison que le paranormal soit différent. Mais dans les journaux. Comme Science et Avenir, etc. Comment ça se passe par rapport comment tu trouves que ça se passe par rapport à des sujets sur le paranormal, la recherche scientifique sur le paranormal, je veux dire la parapsychologie, la folkloristique, etc. Écoute, moi, depuis que je suis dans ce genre de médias, enfin, en tout cas chez Science et Avenir, j'ai pas eu l'occasion de traiter ça et je l'ai pas vu traiter, en fait, énormément. Il y a eu, nous, on a fait un dossier récemment sur. C'était sur quoi, je sais même plus sur quoi c'était exactement le dossier. Bref, c'était un dossier cerveau, je sais plus sur quel sujet précisément, donc avec une sur le cerveau. Et il y avait un papier assez critique sur les expériences de mort imminente. Donc là, donc je trouvais que le traitement était dans la limite de l'espace imparti, parce que c'est aussi tout le problème du magazine scientifique grand public, c'est que tu peux pas en raconter des tartines, t'as pas la place parfois. Donc c'est un peu, moi je travaille essentiellement pour le web, donc pour ça c'est beaucoup moins frustrant parce qu'il y a des moments où sur le web on peut aller plus loin, on a moins cette contrainte d'espace. Donc ça c'est crucial et je pense que c'est ce qui fait que on peut vite jeter la pierre aux médias, mais parfois, à la place, c'est dur, quoi. Et puis, il y a tout un tas de choses à faire rentrer dans les cases. Donc, bref, et tout ça pour dire que oui, aujourd'hui, je crois qu'on a, enfin, moi, j'ai écrit des papiers sur, tu vois, les origines d'Halloween, des choses comme ça, mais j'ai pas fait beaucoup de choses en paranormal. En tout cas, chez moi, dans ma crèmerie, c'est pas une volonté que de traiter de ces sujets-là à l'heure actuelle. Il y a d'autres choses, je ne connais pas les raisons qui les poussent à faire une là-dessus plus que sur une autre, mais plus que sur un autre sujet, mais on essaye d'alterner entre les sujets espace, les sujets santé. Si tu veux, le paranormal, il a moins sa place aujourd'hui. Donc, je pense parce qu'il y a une prise de conscience sur le fait que c'est des sujets trop touchy pour nous, que c'est aussi globalement moins important que des questions de cosmologie, d'où on vient, de conquête de l'espace ou de santé, de cancer, d'alimentation. Il y a toujours des sujets prioritaires, ce qui fait que c'est pas trop traité dans nos pages à nous. Pour ce qui est des autres, je veux moins m'exprimer, mais Science et Vie a fait quelques papiers récemment en citant des études scientifiques, mais c'était pas ça allait pas suffisamment loin à mon sens. Après, pour le grand public, c'est déjà bien. Enfin, donc voilà. Moi, pour avoir écrit sur les origines d'Halloween, où là aussi il y a des méprises totales. Enfin, on mélange tout avec l'histoire des Celtes, enfin, bref, des païens. J'essaye au maximum d'aller chercher les bons experts, quoi. C'est vraiment ça qui fait que ton papier il va être coloré de la bonne manière, quoi. Donc, et puis d'apporter des voix, pas une seule voix, 2 voix, 3 voix. Ouais, c'est comme ça qu'à la fin, tu es content de ton travail, quoi. Donc,
Ouais, super, c'est très intéressant d'avoir la perspective de l'autre côté, parce que oui, chez nous, évidemment, enfin, tu sais bien que je pense que tu dois le savoir, que les sceptiques et les éthiciens, ils critiquent beaucoup les journalistes en Bien général. sûr. Bah, oui, oui, oui. Mais comme tu l'as dit, encore récemment, j'ai été contacté par un journal pour. D'habitude, on m'interviewe, mais là, c'était pour vraiment écrire dans un dossier sur de l'esprit critique et l'astronomie, et donc ils voulaient un papier sur les ovnis dans une perspective critique. Et comme tu l'as dit, avec le nombre de caractères qu'on me donne, commencer à donner des éléments de pensée critique là-dessus, tu te dis, mais comment je vais réussir à caser ça là-dedans? Terrible. Après, ouais, il y a des médias qui peuvent, tu vois, pour la science, par exemple, c'est des longs papiers, il y a des choses quand même, tu peux avoir un peu la place, mais ouais, ça peut être hyper frustrant, je pense, pour les intervenants. Moi, parfois, je passe 2 heures avec quelqu'un au bout du fil, et puis bah, tu peux mettre 4 phrases, quoi. Donc, ouais, c'est difficile de faire passer les bonnes idées et les bons messages. Donc, surtout si tu sais que tu dois faire intervenir plusieurs personnes pour que ton papier il soit consistant. Donc voilà. Mais ouais, la question OVNI, on pourrait en faire des tartines là-dessus. Je pense à ça aussi. Mais tu vois, les astéroïdes qui passent, qui frôlent la Terre. Ah, ça, c'est festival. On a droit tous les mois à un papier. Un astéroïde va frôler la Terre. Tu regardes tout le truc, il passe à des millions de kilomètres. Enfin bref, et ça voilà, ça c'est typiquement un truc qu'on peut reprocher aux médias, mais je suis à 100% les zététiciens là-dessus. D'ailleurs pas que les zététiciens, parce qu'il y a plein de gens qui s'en plaignent en fait de plus en plus sur Twitter et tout, mais arrêtons avec ces trucs de jouer sur les peurs pour faire du clic, du partage, ça n'a pas de sens quoi. Donc je pense qu'il y a à la fois un travail de fond à fournir de la part des journalistes, grand public, scientifique, dont je fais partie. Donc, ça veut dire multiplier au maximum les intervenants, essayer peut-être certains sujets de les traiter préférentiellement sur le web plus que dans des pages où on est limité parce que du coup, bah, on pourra être un peu plus juste dans le traitement du sujet si on a la place. Et puis par pitié, arrêtez les clichés avec les astéroïdes, les aliens, les machins, essayer de se passer de ce genre d'article, quoi. Voilà. Ok, super. Ben, écoute, moi en tout cas, je recommande ton livre aux sceptiques qui nous écoutent. Comme je l'ai dit, et puis je pense qu'ils ont dû l'entendre, s'ils ont des postures plus catégoriques que moi sur le paranormal, ils pourront être un peu challengés dans leurs idées, mais c'est très bien qu'ils soient un peu challengés. Mais moi, je le dis avec plaisir, les critiques. Au contraire, en fait, ça m'intéresse énormément de comprendre quelles sont les limites de mon bouquin pour tous ces gens-là. En fait, pour moi, c'est hyper instructif. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais me prendre plein de mails horribles. Non, mais moi, il y a des trucs comme ça. Non, mais moi, j'ai vraiment bien aimé même ce que j'ai écouté de ton podcast. Mais par exemple, sur l'épisode 1, ça m'a fait rire parce que tu présentes le cas et puis tu invites un psychiatre. Et le psychiatre est assez sceptique et le prêtre exorciste aussi est assez sceptique. Et donc, tout va bien. Il donne même des arguments que je donnerais moi-même, du genre, alors j'étais vraiment content, hein, du genre, on voit que l'Américain qui croit aux exorcistes, visiblement, il a dû regarder le film L'Exorcisme, parce que il ressemble vraiment beaucoup. Donc là, c'est l'influence culturelle. Enfin, c'est des choses que je répète souvent. L'exorcisme a eu une influence culturelle énorme sur la manière dont se vivent les possessions démoniaques maintenant. Et après, pendant l'interview, on découvre que le psychiatre, en fait, c'est un lacanien. C'est pur et dur. Ouais. Et évidemment, les sceptiques, les lacaniens, tu dis, oh, c'est un lacanien, ça m'a... Ouais, mais tu vois, ça, c'est des trucs... le moment où on le découvre, je me souviens... Bon, alors, pour préciser, le premier épisode, c'était mon premier quand même. Hein, donc, non, avec tout ce que ça peut comporter, j'étais encore vraiment une bleue là-dessus. Et puis, il y a plein de défauts. Évidemment, c'est un pilote, en fait, quasiment. Donc, mais oui, effectivement, je me suis rendu compte... là, tu vois, ce que je n'ai pas fait à ce moment-là, et c'est la base de mon travail, normalement, c'est d'aller un peu fouiller qui était ce psy. Parce que moi, j'ai lu leur bouquin. Je me suis dit, super, il est génial, leur livre. Oh, c'est parfait pour traiter de cette affaire-là. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me fasse une sortie purement lacanienne. Je ne sais plus ce qu'il dit. Enfin bref. Oui, à un moment, il lâche un truc. Ouais, mais j'ai fait le choix de le garder. Tu vois, je me suis dit, vas-y, sois honnête, c'est ce qu'il est.
voilà, tu assumes maintenant. Non, en plus, ouais, c'est ça qui. Non, ça va juste faire rire en fait, parce que finalement, ils font toutes les remarques qu'il y a à faire. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment critiques les deux. Et puis, Oui, puis il fait cette sortie-là, ouais, en effet. C'était vraiment surréaliste comme ça. C'est vrai. Mais bon, bah ouais, voilà. Mais c'est aussi ce genre de personne. Enfin, ouais, je pouvais pas masquer son identité profonde et son influence. Donc, il a cet avis très critique et que je partage aussi sur la question du diable. Et en même temps, il est gagnant. Il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Voilà. Je rappelle le titre, donc c'est un livre de Marine Benoît, In Tenebris, Poltergeist, Revenants démons, les fantômes à l'épreuve de la science, et c'est chez Payot, et ça vient juste de sortir. Merci d'être venu sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais. Écoute, on aura peut-être l'occasion un jour de reparler du paranormal. En tout cas, c'était. J'espère. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler si les choses un peu avancent en labo et qu'on apprend de nouvelles choses. Et ça serait bien, ça. Très bien. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée.